Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Nous sommes le jeudi 19 octobre, 2 jours seulement avant les premières vacances scolaires. On fera une petite pause durant cette période, mais vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas. Au programme de cette édition, Festilance signe une convention avec la municipalité. Arnes postule pour une base avant des JO 2024, du breakdance au stade couvert de Liévin et on vous invitera à découvrir la nouvelle exposition du Louvre-Lens. Notre invité de la semaine, Gilbert Corouge, bénévole et responsable du projet Bassin minier de la Fondation de France, qui vient nous parler des différents projets sur le territoire qui ont pris forme ou qui vont prendre forme, et bien sûr du sport avec Fred Peter et notre agenda culturel avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va très bien, merci. Alors Nathalie, l'association Festilance et le maire de Lens ont signé une convention la semaine dernière. Oui, quelques semaines après la création de l'association Festilance regroupant une trentaine de commerçants lensois et une première édition de terrasse en fête réussie cet été, la ville de Lens et l'association ont signé une charte visant à formaliser les engagements entre les deux parties. Une façon de montrer le renouveau de la ville de Lens, mais aussi pour les commerçants de stopper les préjugés, prouver que Lens n'est pas une ville morte. Cette réunion a été également l'occasion d'évoquer les projets futurs des commerçants et d'aborder les difficultés rencontrées lors des différents événements. Sylvain Robert, maire de Lens, et Sébastien Lannoy, créateur de l'association Festilance, se sont prêtés au jeu de l'interview au micro d'Anthony Vermus. Là, on a les fêtes de fin d'année où on a encore d'autres perspectives avec les commerçants, mais c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, dans cette dynamique-là, les commerçants montrent qu'ils se fédèrent aussi pour pouvoir apporter une contribution réelle à l'animation de la ville. Donc voilà, on travaille vraiment de concert. Nous, notre intérêt, c'est que la ville soit animée et que derrière, il y ait des retombées économiques pour les commerces, mais derrière aussi pour participer à la création, au maintien de l'emploi, et puis les commerçants pour leur activité en tant que telle, et puis maintenir cette philosophie d'animation du centre-ville. C'est une signature, c'est surtout l'idée, c'est d'entériner un partenariat sur le long terme avec la municipalité. Ça veut dire que c'est de se dire clairement, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Donc les droits, c'est de pouvoir organiser, grâce au soutien en communication logistique de la mairie, des animations et des concepts d'animation sur les semaines, mois et années futures. Mais les devoirs, c'est aussi dire attention, vous n'êtes pas seul au monde, vous avez des voisins, vous avez des administrés, des gens, des Lensois qui veulent aussi dormir et puis se reposer la nuit et le week-end. Le bilan de Festilance, c'est simple, c'est un peu plus de 30 adhérents en quelques semaines de création, 30 adhérents motivés, dynamiques, dans notre cœur d'activité, restaurateurs, snacking, bar de jour, bar de nuit, bar PMU également. Terrasse en fait, c'est un projet qui s'est mis très très vite en place, mais qui finalement a pris une belle petite ampleur, puisque on imagine que sur entre 7 et 15 participants par terrasse en fait ont reçu entre 50 et 200 personnes sur leur terrasse, et du coup le tout multiplié sur le nombre d'adhérents et de participants, voilà, on a reçu entre 1 millier et 2 milliers de personnes les soirs de terrasse en fête sur Lens. Comme chaque année, la Pologne est à l'honneur à Arnes. L'association d'amitié Arnes-Krasno organise sa semaine culturelle de la polonité. Des manifestations placées sous l'égide de la municipalité, le maire de Arnes, Philippe Duquesnoy, l'aumônier de la mission catholique polonaise de Arnes et Richard Koszowski, bourgmestre de la ville de Krasno. Le premier rendez-vous en mairie de Arnes était le vernissage de l'exposition L'Armée bleue ou la création de la nouvelle armée nationale polonaise. Des panneaux invitaient les nombreuses personnalités à découvrir les conditions de naissance de cette nouvelle armée dans la Sarthe en juin 1917 et engagée sur le front de la Champagne et des Vosges.
La ville d'Avion accueillait le week-end dernier le village des sciences. Durant 3 jours, des professionnels de la science ont mis en lumière l'astronomie, la physique, la robotique et les mathématiques devant des enfants et des parents éblouis face aux expériences et aux ateliers ludiques. Les différents stands mis en place par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin ont eu un réel succès, comme celui de la balistique policière ou encore de la création de robots. Le rendez-vous est déjà pris l'an prochain pour une nouvelle édition. Avoir la chance d'accueillir de grandes équipes de volley-ball à Arnes, c'est le rêve de Philippe Duquesnoy, maire de Arnes, et Joachim Guffroy, son adjoint au sport. Avec l'appui de la région et de l'agglomération de Lens-Liévin, la ville a toutes ses chances. Dès la nouvelle tombée de l'acceptation des Jeux Olympiques 2024 en France et notamment à Paris, la municipalité de Arnes montait un dossier de candidature pour devenir une base avant des JO afin de permettre aux équipes sur le territoire une préparation dans de bonnes conditions. Terre de volley-ball, la ville de Arnes et la salle Maréchal semblent avoir fait le bon choix en proposant sa candidature et a le soutien des clubs de la commune. Alors moi je pense que déjà elle est justifiée puisqu'on a déjà des clubs de haut niveau. Et d'autant plus que ce que j'espère, c'est que les jeunes qui sont actuellement chez nous, les jeunes qui sont des jeunes pousses, mais déjà des jeunes pousses de l'équipe de France, connaissent ce bel engouement et qui nous apportent des clubs de sport féminin et masculin de volley dans notre salle régionale. Voilà. C'est quand même un projet plus qu'intéressant et nos équipes, que ce soit secteur féminin ou masculin, on en profiterait pleinement pour nos jeunes qui sont déjà dans les deux secteurs à l'entrée des équipes de France. Deux tribunes de 1000 places, un salon VIP, une salle de presse pour les retransmissions, 4 vestiaires, une salle de musculation, une infirmerie, une salle de contrôle dopage, beaucoup d'éléments favorables à cette candidature. Cette salle est la salle la plus moderne au nord de Paris. En termes de volley-ball, on est sur des dimensions qui sont respectées sur les échelons internationaux. Il n'y a pas d'autres salles au nord de Paris qui sont en capacité d'accueillir une délégation de volley-ball. Je vais même dire qu'on est dans le top 10 des plus belles et des meilleures salles de volley-ball en France. Équipement idéal pour le volley-ball, mais également développement des infrastructures autour en cours, comme le BHNS, le terrain synthétique, mais également le stade couvert de Liévin, qui font que cette candidature devrait plaire aux membres du comité des JO 2024, avec un atout supplémentaire, puisque cette salle est prévue également pour des Jeux paralympiques. Alors bien entendu, si on est accepté, différents événements sportifs. Dans les 2 ans à venir, il va y avoir des compétitions internationales, notamment de volley-ball. Donc on va se poser en candidat pour accueillir des matchs de préparation à ces compétitions, que ce soit pour l'Euro de volley masculin de 2019 ou la qualification à l'Euro de volley féminin en août 2018. On a un tournoi international de judo qui réunit à peu près 1500 judokas de 15 à 20 pays différents selon les années. Ensuite, il y aura d'autres manifestations qui seront des manifestations culturelles, ainsi que des événements pour les enfants, parce qu'il faut se dire que cet événement de Paris 2024 aura lieu dans 7 ans, et on veut sensibiliser un maximum l'ensemble des jeunes de la population arnésienne et de la population du territoire lensois, donc organiser des immenses olympiades de la jeunesse avec l'ensemble des écoles de Arnes et de l'agglomération, où chacun et chacune pourra découvrir non seulement les sports olympiques, mais aussi, et j'insiste là-dessus, les sports paralympiques, parce qu'on a une salle qui est justement faite pour ça. Beaucoup d'animations et de festivités déjà prévues autour de cette candidature, en collaboration avec les clubs de la commune qui voudraient bien s'investir. Arnes 2024 sera le mot d'ordre de tous les services de la commune pour inciter un maximum d'habitants de l'agglomération de Lens-Liévin à participer à cette formidable aventure. Déjà, le principal, c'est d'y croire. Parce que la problématique qu'on a sur notre territoire, c'est qu'on a une petite fâcheuse tendance à être pessimiste par rapport à notre situation. Et il faut y croire, c'est quelque chose qui peut nous apporter. Chacun l'a vu avec l'effet qu'on a eu sur l'Euro 2016. Surtout, moi, je vais leur demander, c'est de venir assister au match, c'est de venir participer un maximum et de relayer au plus possible les informations sur la candidature. C'est d'être aussi fier de ce qu'on fait, de ce qu'ils vont pouvoir vivre d'ici 2024, donc il faut que tout le monde s'y associe, il faut que tout le monde le vive, il faut que tout le monde respire Arnes 2024 pour que cette candidature elle soit forte et qu'elle soit acceptée. Au niveau de l'agglo, c'est vrai que c'est une première étape, mais une belle première étape, et derrière j'espère que ça fédérera et que ça entraînera aussi plus largement au sein de notre territoire pour que nos atouts soient mis en avant et qu'on puisse, à partir de cette initiative de la ville, en faire une initiative intercommunale et puis derrière portée, accompagnée par la région et le département.
fier que ces Jeux 2024 se passent à Paris. Un événement centenaire. Il y a 100 ans que nous n'avons pas eu ces Jeux. Je vais voir dans ma vie des Jeux dans mon pays, des Jeux d'été de mon pays. Ça, c'est une excellente chose. Et nous prétendons, oui, que cette salle pourrait accueillir justement, en termes de base avant et non plus arrière, comme on l'a dit pour les Jeux Olympiques de Londres. Non, aujourd'hui, c'est dans notre pays que ça va se passer. Et nous sommes fiers de mettre à disposition à des équipes internationales, des équipes nationales plutôt, eh bien, cet équipement pour qu'ils puissent venir s'y entraîner. Oui, nous y croyons. Oui, notre candidature est une bonne candidature. Elle est le capitaine Marlowe sur France 3 et malgré un succès fabuleux, elle reste simple et ravie d'être au plus proche du public en foulant les planches des petites salles comme celle du Centre culturel Avionnet où elle était le week-end dernier pour la vie bien rangée d'Adolpha. Corinne Maziero a une nouvelle fois enchanté le public avec la grande actrice qui l'accompagne sur scène pour raconter sa propre histoire, un récit difficile mais plein de tendresse. À voir si ça passe près de chez vous. Il y a urgence à l'hôpital de Lens. En effet, le 2 novembre, il n'y aura plus qu'un seul pneumologue au CHL. C'est avec cette phrase qu'a débuté le conseil de surveillance du CH de Lens ce mardi 17 octobre, auquel une centaine de médecins, toutes spécialités confondues, ont souhaité s'inviter pour manifester leur inquiétude contre ce qui signifie une disparition du service et de la permanence des soins, et donc une mise en danger de la population. Une mobilisation importante à laquelle se sont joints les maires de l'agglomération de Lens-Liévin et les représentants syndicaux, le président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, Sylvain Robert, et celui du conseil de surveillance de l'hôpital, Thierry Daubresse, doivent rencontrer le 30 octobre prochain les dirigeants de l'ARS, l'Agence régionale de santé, et attirer de nouveau leur attention face à cette situation d'urgence sanitaire. On réclame depuis plusieurs semaines que l'ARS, qui est quand même l'autorité de tutelle qui a en charge la régulation de l'offre de soins et qui doit s'impliquer pour nous aider à répondre à cette offre de soins publics, se mobilise sur le sujet. Elle s'est mobilisée sur la cardiologie avec la fermeture annoncée de Béthune, mais depuis plusieurs semaines, on réclame qu'elle s'intéresse également au sujet de la pneumologie de Lens parce qu'il y a moyen, en mettant autour de la table tous les acteurs du territoire, privé-public, de Béthune, de Bois-Bernard, mais plus largement du CHU de Lille, il y a sûrement moyen d'allier nos forces pour mettre en place un process qui permette d'assurer dans un premier temps la permanence des soins et puis secondairement de reconstituer une équipe qui permette d'arriver au nouvel hôpital avec une structure pneumologique digne de ce nom et surtout adaptée aux besoins de la population. Voilà, le 1er novembre, c'est la date à laquelle les médecins seront partis. Donc au 1er novembre, on n'aura plus la capacité de maintenir le service ouvert, on n'aura plus de personnes pneumologues de garde la nuit, on n'aura plus les moyens d'assurer une fibroscopie, d'aller prendre en charge un patient aux urgences avec une spécialité pneumologique. Donc il y a vraiment une urgence extrême et c'est pour ça que la communauté médicale, vous l'avez vu, s'est mobilisée aujourd'hui de façon massive et c'est exceptionnel de voir autant de médecins dans une instance de l'hôpital de Lens. Mais là, les gens sont tous concernés, ils sont venus sans aucune hésitation parce qu'on craint également derrière l'effet domino. Vous n'avez plus de pneumologie, l'hiver prochain, où seront les patients? Les urgentistes vont être soumis à un travail monumental, ils vont s'épuiser, est-ce que ce ne sera pas la prochaine équipe? Pendant ce temps-là, nos gériatres sont aussi en difficulté. Voilà, il y a un risque d'effet domino qui est extrêmement important et la peur, c'est que ce soit le début d'un processus qui commence à désagréger petit à petit une communauté qui, pour l'instant, vous l'avez vu, est très forte, pleine de compétences et s'est toujours battue pour une offre de service public qui soit vraiment à la hauteur du besoin de la population. On n'est pas encore dans le mur, mais on s'en rapproche et on ne va pas attendre d'être dans le mur. Donc là, la mobilisation, elle est sur tout niveau. Vous avez vu les élus. Parmi les médecins, il y en a qui sont syndiqués, il y en a qui ont des relations au niveau du CHU. Tout le monde s'agite, tout le monde bouge. C'est une agitation qui n'est pas stérile, c'est une agitation qui est positive, qui a pour but de mobiliser les forces et les ressources nécessaires pour que, autour de la table, ensemble, on trouve une solution pour notre territoire. Et je vais juste terminer en disant, on est un hôpital qui s'appelle l'hôpital Dr Schaffner. Dr Schaffner était un maire de Lens, grand pneumologue, qui a donné beaucoup pour la population et les maladies pulmonaires de notre population de mineurs. Ce serait quand même une triste réalité de voir ce service fermé au jour d'aujourd'hui dans cet hôpital. Liévin se met à l'heure du breakdance. En plus d'accueillir les championnats B-Boy France de la discipline, le Stade Couvert voit en ce moment même, dans ses coulisses, l'équipe de France de jeunes breakdancers se préparer pour les Jeux Olympiques de la jeunesse et plus précisément pour la première étape de qualification qui aura lieu à Essen, en Allemagne, à partir de ce samedi 21 octobre. 1, 2, 3, 4.
sont 10 breakdancers âgés de 15 à 17 ans à se préparer pour les qualifications aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Ces JOJ, comme on les appelle, auront lieu à Buenos Aires en octobre 2018. Il y a 2 étapes qualificatives, une sélection européenne qui a lieu à Essen ce week-end et une sélection mondiale à Tokyo en mai 2018. Pour les Jeux Olympiques de la jeunesse, en fait, ils ont tous envoyé une vidéo sur le site des Jeux Olympiques de la jeunesse et un jury d'experts a retenu 5 filles et 5 garçons. Cette discipline du hip-hop allie force physique, danse, musicalité et aussi mentale. Pour se préparer à cette échéance des Jeux Olympiques de la jeunesse, ces 10 jeunes travaillent dur, près de 10 heures par semaine pour être prêts le jour J. La préparation se passe sous plein d'aspects, on est plusieurs coachs déjà, donc selon nos spécialités on arrive avec nos expériences pour leur partager nos expériences et puis notre savoir. À côté de ça, on va essayer de développer certaines choses chez eux pour pouvoir pour qu'ils soient au plus juste et au plus près de la performance, on va dire parfaite, le jour de la compétition. C'est tout un travail sur la technique, la musicalité, l'exécution de leurs mouvements, ça passe par tout un tas d'étapes en fait. Ouais, j'aimerais bien participer aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Tokyo d'abord et peut-être me qualifier à Buenos Aires, mais d'abord Tokyo. Ça change parce qu'il y a un programme, c'est plus cadré, donc c'est moins libre. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus cadré et on a des horaires à respecter, des exercices et des choses à respecter. Si on est là, on a tous envie d'être sélectionnés. Pour l'instant, je vise de partir à Tokyo pour la deuxième partie des JOJ. Puis après, bien sûr, à Tokyo, je viserai les JOJ de Buenos Aires 2018, quoi. Dans le meilleur des cas, seuls 2 pourront aller en Argentine représenter la France. Mais la France a-t-elle ses chances de médaille ? Pour cette génération, je fonde de bons espoirs. Il y a des bons petits phénomènes, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. En tout cas, ils ont l'air bien motivés. Et ouais, je pense qu'on a 1 ou 2 chances, même plus, si jamais tout se passe bien. Et surtout, il faut bluffer le jury. Genre, c'est fait exprès, cousin. Les championnats de France de breakdance seront donc cette année le 18 novembre au Stade Couvert de Liévin. Une 11e édition à laquelle participeront les meilleurs breakdanceurs de France. Vous pourrez y retrouver quelques-uns des jeunes danseurs aperçus dans ce reportage. On écoute tout de suite Samia Gassi, adjointe en charge de la jeunesse et de la politique de la ville de Liévin, au micro d'Anthony Vermus. Ça danse à Liévin, mais Liévin ne se met pas au breakdance. Liévin est déjà au breakdance depuis quelques années. Liévin, aujourd'hui, avec la volonté de notre maire Laurent Duporge, permet justement au breakdance de se développer et de s'exprimer. Ça permet aux jeunes qui sont intéressés par la discipline et celles et ceux qui ne la connaissent pas de pouvoir être sensibilisés et pouvoir participer à un temps fort au travers duquel ils se reconnaîtront. Ça marque le retour en force du Stade Couvert régional et qui sera vraiment réouvert aux habitants de Liévin et des environs, puisqu'au travers de cette discipline qui est pratiquée, pour lequel l'association Culture Pop a pu mener des actions et intéresser plus de 1000 jeunes de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Donc le Stade Couvert régional de Liévin est de retour en force avec cette discipline, ce championnat de France. 3500 personnes attendues, c'est une première sur des disciplines autour de la danse, hein, puisque généralement les championnats du monde de danse contemporaine ou de danse jazz recueillent près de 2000 personnes. 3500, ce sera une première et pour la danse et pour Liévin sur une discipline comme celle-ci. Comment on les accueille ? On les accueille au travers un travail qui va être mené de pair entre l'association Culture Pop, B-Boy France, mais aussi notre conseil municipal jeune et les structures d'accueil de loisirs qui viendront aider les organisateurs à faire de ce rendez-vous un grand temps, un gros moment de la ville de Liévin. Dimanche dernier, les amoureux de la Pologne se sont retrouvés au centre culturel Jacques Prévert de Arnes pour le traditionnel gala de la polonité. Tradition et Avenir présentait un extrait de son dernier spectacle, Ballade pour un violon brisé. Et en deuxième partie, Spot Canini, venant de la Louvière en Belgique, a pris le relais. Danseurs, musiciens et chanteurs ont transporté le public derrière les frontières polonaises, séquence émotion pour nombre de ceux qui sont nés au pays de Chopin.
Comme beaucoup d'établissements d'enseignement, le lycée Robespierre de Lens est face chaque jour à certains élèves qui se découragent et veulent quitter le cursus scolaire. Pour lutter contre ce décrochage scolaire et permettre la mise en place de projets face à ce problème sur le territoire de Lens-Liévin et Nain-Carvin, plusieurs réunions regroupant des professionnels des collectivités territoriales, d'associations de l'éducation nationale ou encore de l'orientation scolaire ont été mises en place. La première avait lieu ce mardi 17 octobre et avait comme thématique Parents-école, la représentation. La suivante aura lieu le 5 décembre prochain et le lycée abordera le décrochage scolaire chez les jeunes de moins de 16 ans. On écoute Sabine Robert, professeure référente sur la persévérance scolaire au lycée Robespierre, et Aurélie Hans, animatrice de la plateforme de suivi et d'appui au décrochage scolaire. Cette journée, c'est surtout pour dire d'avoir la vision de chacun des partenaires, le regard des professeurs vis-à-vis et de l'école en général vis-à-vis des parents, et surtout ce que l'école pense que les parents pensent de l'école. Et c'est parfois très difficile, et l'objectif c'est là de croiser les regards, d'ouvrir le champ de vision un petit peu plus large, de façon à pouvoir communiquer et à travailler ensemble. Et je pense qu'il faut que l'éducation nationale prenne le temps de travailler avec les parents, c'est important. On sait bien que le décrochage, c'est pas une raison. Le jeune arrête pas parce qu'il est fatigué, parce qu'il a un problème d'addiction. C'est plusieurs facteurs, c'est des problèmes périphériques qui se multiplient malheureusement, qui s'accumulent. Les parents qui divorcent, ça peut être un problème de santé, ça peut être... Et voilà, petit à petit, tout cumulé fait que le jeune va commencer à rencontrer des difficultés à venir à l'établissement scolaire, en fait, au sein de l'établissement. Donc il y a au moins un référent décrocheur, et après il s'appuie sur une équipe en fait pluridisciplinaire, notamment sur les coordonnateurs de MLDS, de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, qui eux ont un rôle de prévention donc au sein des établissements scolaires. Moi, dans le cadre de ma mission particulière au sein du lycée, l'objectif c'est justement la prévention du décrochage. L'objectif au départ c'est de les empêcher de décrocher par différents paramètres. Alors ça peut être parfois en les retirant un petit peu de la classe ou en aménageant un emploi du temps adapté, en leur faisant faire parfois un petit peu plus de stages, leur démontrant que si ça se passe mieux, il y aura peut-être une réorientation. Il y en a qui voulaient faire de l'apprentissage, les aider aussi à trouver ce type de contrat. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge. Il y a 76 ans, au printemps 1941, 100 000 ouvriers mineurs de tout le bassin minier se soulevaient contre l'occupant nazi. L'historien Pierre Houteric fait revivre cette grève historique, étincelle fondatrice des mouvements de résistance nationale, dans une exposition exhaustive à la maison syndicale de Lens. Au printemps 1941, les mineurs du Nord-Pas-de-Calais se mettent en grève contre l'occupant nazi, refusant de fournir du charbon aux industries de l'oppresseur. Cette grève, la plus importante dans l'Europe occupée, réunit plus de 100 000 ouvriers sur les 120 km du bassin minier. Un acte de résistance fondateur, fruit d'une mobilisation animée par les militants communistes et syndicaux. L'historien Pierre Houteric fait revivre cette page héroïque et pourtant méconnue de l'histoire de notre région à travers une exposition salutaire visible à la maison syndicale de Lens. Nous avons pris la décision de faire cette exposition pour permettre aux gens de se retrouver, de se rencontrer, de débattre, aux jeunes de rencontrer cette histoire. Et donc aujourd'hui, il y a un de mes collègues d'un lycée d'Arras qui m'a dit « Mais Pierre, ça serait bien que tu viennes prendre la parole et qu'on puisse montrer à mes élèves, à nos élèves, cette exposition. » Et il est évident que dans cette grève, eh bien, nous citons un certain nombre de personnages dans leur diversité. Bien sûr, Michel Brûlé, qui a été l'un des organisateurs pratiques de cette grève dans sa fosse du Dahomey le 27 mai au matin, Martha Desrumaux, Auguste Lecoeur, d'autres hommes et d'autres femmes qui ont participé. Nous avons voulu montrer à la fois l'aspect singulier des parcours d'un certain nombre d'hommes et de femmes qui ont participé et l'aspect collectif. Cette grève, elle est encore trop ignorée, trop laissée de côté, trop stigmatisée. Vous savez, moi, je vis toujours avec douleur lorsque je traverse notre bassin minier. Ces hommes et ces femmes
les descendants de mineurs, ils n'ont plus en mémoire ou on leur a fait oublier la place et le rôle de leurs aînés. Oui, descendants de mineurs, enfants, petits-enfants, voire arrière-petits-enfants, vos aînés furent des types formidables. D'abord, c'était pas facile de travailler sous la terre pour arracher le charbon, mais combien étaient-ils porteurs de valeurs, c'est de liberté, d'égalité, de fraternité, de justice sociale, de solidarité, c'est ces valeurs qui les animèrent lors de la grève de 41. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans cette région où des idées nauséabondes circulent, parler de la liberté, de la fraternité, de la justice, de la solidarité est quelque chose d'important. L'urgence vient peut-être de là. Le 13 juin 1941, 273 mineurs sont déportés à la citadelle de Huy, en Belgique, avant de partir pour les camps de concentration. La moitié n'en reviendra pas. La compagnie Oblique était présente vendredi dernier à l'espace culturel La Gare de Méricourt pour monter le spectacle Les 7 jours de Simon Labrosse, une pièce de Carole Fréchette où le héros, jeune homme sans emploi, convie le public à assister à ses reconversions rocambolesques. Un spectacle tragicomique entre solitude sociale et espoir de s'en sortir. Florent Ledemazel a rencontré la metteur en scène Florence Biziot. Au commencement était Simon, et Simon était sans emploi. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, et tous les espoirs étaient permis. Alors les 7 jours de Simon Labrosse essaient de raconter les 7 jours de la vie, 7 jours de la vie de Simon Labrosse, qui est le personnage principal. Il essaie de venir raconter 7 jours de sa vie au public, en fait, qui correspondent à 7 inventions de nouveaux métiers qui n'existent pas encore. C'est quelqu'un qui est au chômage et qui va essayer toujours de garder son énergie. C'est pour ça que j'ai eu envie de monter cette pièce. C'est une comédie. Est-ce qu'on peut parler du chômage en souriant ? Ça, c'est une vraie question. Donc l'idée là, c'est vraiment de se dire, on a une énergie, on la perd pas. Donc comme il ne trouve pas de travail, il invente de nouveaux métiers qui n'existent pas encore. Bon, et ben voilà, moi c'est Simon. Simon Labrosse. C'est moi que vous êtes venu voir, en principe. Voilà. Alors, actuellement, je suis sans emploi, mais ça ne devrait pas durer. Je travaille très très fort pour m'en sortir. Ça me paraissait important de pouvoir en parler plus, entre guillemets, positivement, en tout cas en se donnant l'espoir d'aller de l'avant, toujours. Et Simon Labrosse, c'est un peu comme nous tous, c'est-à-dire qu'il a des moments où il essaie quelque chose, il se prend une porte, il a une énergie qui descend et puis il repart à l'assaut. Vous allez voir, vous ne regretterez pas d'être venu. Tous les problèmes que j'ai, ça va vous réconforter. Alors il va essayer de raconter sa vie, il a 2 acolytes qui sont là pour essayer de l'aider à raconter sa vie, mais qui ont envie de parler d'eux surtout. Simon, je l'ai connu par une petite annonce, il cherchait quelqu'un pour jouer dans sa vie. Quand il m'a vu, il m'a dit « Ah, tu ressembles à une fille que je connais, elle s'appelle Nathalie ». J'ai dit « Moi aussi ». Il a dit « Oui, mais ma Nathalie à moi est partie en Afrique aider les plus démunis ». J'ai dit « Quelle drôle d'idée ». Il m'a dit « Alors, comme ça, tu veux jouer dans ma vie ?» J'ai dit « Bah ouais, ça dépend combien ça paye ». Non, l'argent, ça m'intéresse pas du tout, hein, c'est pas ça, mais c'est parce que en ce moment, j'ai besoin d'argent pour prendre des cours. Je voudrais prendre des cours de bouche. Alors on joue cette pièce dans les villes, dans les théâtres, et les collégiens viennent en séance scolaire et on essaie avec les collégiens d'inventer de nouveaux métiers. Donc ils essaient, par le biais du burlesque, d'inventer de nouveaux services à la personne, puisque c'est vraiment l'entrée de Simon Labrosse. Il est par exemple flatteur d'ego ou spectateur personnel, il peut vous suivre dans la vie de tous les jours pour vous mettre en lumière. Voilà, il a plein de services à la personne comme ça, et les élèves ont essayé d'imaginer des nouveaux services à la personne qui n'existent pas encore, et ensuite viennent voir le spectacle, voir comment Simon Labrosse, lui, se débrouille avec ses nouveaux métiers. Bon. Je crois qu'on peut y aller. Bonne soirée. Une nouvelle exposition pavillon de verre du Louvre-Lens, Heure italienne, chef-d'œuvre de Hauts-de-France, un rassemblement de 15 œuvres exceptionnelles issues de 4 musées picards. Une exposition qui permet d'introduire le visiteur à la peinture ancienne par le biais de notions simples mais fondamentales en histoire de l'art, à voir jusqu'au 28 mai. Un reportage de David Loriot.
Nous sommes donc au musée du Louvre-Lens dans le cadre de l'exposition Heures italiennes, qui est un événement tout à fait particulier puisqu'il s'inscrit donc dans le cadre de manifestations qui ont marqué toute l'année 2017, qui ont été primées par le label donc d'intérêt national du ministère de la Culture. Et donc c'est une exposition qui s'attache à explorer notamment les richesses de la peinture italienne dans la région des Hauts-de-France, en s'appuyant notamment sur des points très importants, sur des thèmes qui apparaissent régulièrement dans les collections. Je pense notamment au paysage, ici exploré sous sa dimension plus, disons, tourmenté, au maniérisme également, donc à travers quelques exemples très, très importants, très intéressants, au caravagisme et au ténébrisme, ainsi que donc à la peinture d'histoire, donc évoquée notamment avec les grands formats du XVIIe et XVIIIe siècle italien. Toutes ces œuvres donc viennent des collections publiques de la région. Donc il y a toutes ces œuvres sont visibles, si vous voulez, potentiellement. Pour beaucoup d'entre elles, elles sont toutefois, et donc pratiquement pour l'essentiel, pardon, elles sont toutefois en fait actuellement mises en dépôt, notamment je pense au musée de Picardie à Amiens, qui est actuellement fermé pour une grande campagne de restauration et d'agrandissement, et donc qui ouvrira, je crois, à l'horizon 2020. Donc toutes ces œuvres sont visibles, elles ont des provenances différentes. Effectivement, pour beaucoup d'entre elles, elles résultent de dons effectués pour l'essentiel au XIXe siècle par des collectionneurs, des passionnés donc, et des amateurs, connaisseurs surtout, donc de la peinture italienne, qui tous ont su identifier parfois donc, la main d'un artiste qui n'avait pas été décelée, la qualité d'une œuvre qui était dans un état, disons, de conservation très discutable, ou bien encore le niveau, le degré d'invention de certaines compositions qui étaient et qui se révèlent aujourd'hui encore assez extraordinaires. Ce que je dirais avant tout, c'est qu'il faut venir pour découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, les richesses donc des collections régionales. C'est-à-dire comprendre l'importance de sa région et l'importance du contexte dans lequel on vit. C'est aussi comprendre, si vous voulez, les richesses, une fois de plus patrimoniales, de sa propre région. Et puis après, c'est un vrai plaisir de l'œil. Venez en fait surtout explorer la peinture italienne et puis venez nombreux effectivement explorer cette peinture dans les belles bulles du pavillon de verre. 18% des 15-30 ans sont en situation d'isolement ou de vulnérabilité. Pour lutter contre ce phénomène, la Fondation de France a décidé d'œuvrer au quotidien en subventionnant des projets dédiés aux jeunes. On accueille Gilbert Corouge, bénévole et responsable des projets bassin minier pour la Fondation de France. Gilbert Corouge, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Vous êtes donc bénévole et responsable de projet bassin minier pour la Fondation de France. Pouvez-vous un peu nous présenter la Fondation de France ? Oui, bonjour. Alors je pense qu'on l'évoquera. Je suis référent d'une expérimentation spécifique qui concerne le territoire de Télégoël, Lanciévin et Nain-Carvin, qui est l'une des expérimentations actuelles porteuses à la Fondation de France. La Fondation de France est connue en général de nom et assez méconnue dans ce qu'elle fait en réalité, puisqu'on entend parler essentiellement lorsqu'il y a de grandes catastrophes dans le monde, alors qu'elle agit constamment, elle agit en continu à partir d'une cinquantaine d'appels à projets sur des thèmes qui peuvent concerner la santé, qui peuvent concerner les personnes âgées, qui peuvent concerner les enfants. Ce qui lui permet de distribuer des fonds qui résultent de la collecte qui est opérée uniquement, ce sont uniquement des fonds privés, une collecte qui est opérée auprès de donateurs qui peuvent être des entreprises, qui peuvent être des particuliers. Alors, la Fondation de France, donc, on l'a dit, c'est des actions nationales, régionales, mais c'est aussi des projets sur le bassin minier, sur le territoire de Télégoël, Lanciévin et Nain-Carvin. Quels sont les projets qui ont été développés dernièrement grâce à la Fondation de France ? Alors, le bassin minier Pas-de-Calais, Lanciévin et Nain-Carvin en particulier, offre la particularité de cette expérimentation qui s'appelle Mine d'idées, que nous avons commencé en 2014 sur le territoire, résultant simplement du fait qu'on s'est rendu compte au siège de la Fondation de France à Paris qu'il y avait un certain nombre de territoires en France
sur lesquels visiblement il y avait des besoins auxquels il était possible d'apporter une partie des réponses par une aide notamment financière de la Fondation de France, et qu'il y avait peu de réponses aux appels à projets qui remontaient de ces territoires. Donc sur le territoire de Lens-Liévin et Nacarvin dès 2014, en même temps que sur un autre territoire qui était celui des Hautes-Alpes, complètement différent du nôtre, l'expérimentation a été lancée, permettant de compléter les appels à projets traditionnels par un appel à idées et à projets. Parce que MinIDée, outre le fait que c'est un appel à projet qui n'est pas thématique, que tous les porteurs d'idées de projets, quels qu'ils soient, peuvent s'adresser à nous, propose aussi aux habitants, aux petites associations, de répondre tout simplement à un appel à idées. Compléter une demande de subvention n'est pas une chose simple, que ce soit pour la Fondation de France ou pour d'autres. Nécessairement, dès l'instant où on demande une aide financière, il y a des composantes qui sont nécessaires, qui sont un petit peu compliquées à mettre en forme, à rédiger. Donc nous proposons que ceux qui ont une idée puissent s'adresser directement à nous et que nous les accompagnions pour que de cette idée, ils puissent faire un projet. Donc ça fait déjà quelques années que le projet a démarré. Est-ce que sur le territoire, il y a beaucoup de personnes qui ont des idées et qui ont des projets et qui s'adressent à vous? Oui, bien que je profite du fait que vous nous avez invités aujourd'hui pour lancer un appel à idées, parce que c'est la chose la plus difficile, c'est la composante la plus difficile de notre expérimentation, de faire en sorte que les habitants reçoivent ce message et se disent « mais si j'ai une idée et cette idée, je suis capable d'en faire quelque chose ». Il n'y a pas que les grosses associations, que nous aidons aussi par ailleurs, mais il n'y a pas que les grosses associations qui sont susceptibles d'avoir des idées intéressantes, il y a aussi des habitants de base. Et ce seraient des idées, entreprises ou des idées associatives? Quel type d'idées on peut avoir et on peut se faire subventionner par Fondation de France? Alors, depuis 2014, nous avons eu pratiquement 150 projets qui nous ont été soumis et une trentaine d'idées. Alors, les projets sont très divers, ils peuvent concerner la culture, ils peuvent concerner la santé, ils peuvent concerner la mobilité. Les idées, par définition, ne sont pas encore très construites. Donc elles peuvent concerner tous les domaines. À partir du moment où elles répondent aux critères qui sont les nôtres, c'est-à-dire que l'idée qui est proposée doit potentiellement contribuer à créer du lien social. Ce n'est pas une idée entre deux personnes qui veulent agrémenter leur couloir. Le territoire, ça peut être un quartier, ça peut être une commune, ça peut être tout le territoire Lens-Liévin et Nacarvin, ça peut être éventuellement un peu au-delà, mais ça doit créer du lien social, ça doit créer des solidarités. C'est l'un des critères essentiels. Et puis le deuxième critère, c'est que cette idée doit faire en sorte que les personnes qui vont bénéficier de cette idée, qui vont, à côté du porteur d'idées, développer cette idée pour en faire un projet, doivent être des acteurs de cette idée, des acteurs de ce projet. Il ne s'agit pas de proposer quelque chose aux autres, mais de faire avec les autres. Est-ce qu'on a des exemples sur le territoire depuis quelques années qui se sont développés? Ah oui, bien sûr, oui. On a quelques exemples. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail des exemples, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, mais des gros projets qui ont pu avoir un soutien et qui sont aujourd'hui très, très productifs. Alors, ils ont des dimensions qui sont différentes. Certains restent des petits projets, d'autres prennent de l'envergure. Je vais citer à titre d'exemple Un avenir pour tous, à Salomine, qui va se concrétiser prochainement par l'ouverture d'un garage solidaire sur Liévin, où à l'origine nous avons rencontré trois jeunes qui avaient des idées un petit peu diffuses. Ils vivent dans un quartier où ils animaient un petit peu des loisirs, où ils se disaient qu'il y avait quelque chose à faire, et puis ils avaient un tas d'idées. Donc on a rencontré d'abord de l'enthousiasme. On a rencontré de l'enthousiasme chez ces jeunes. Ils ont été accompagnés par plusieurs de nos bénévoles à tour de rôle, par le COPAS, un cabinet situé sur l'île qui nous accompagne dans cette aventure qu'est MinIDée. Et puis, eh bien là, ils ont le garage qui va se mettre en place sur Liévin, quelques emplois à la clé, voilà, des idées au départ touffues, difficiles à trier, et à partir desquelles il était possible de construire quelque chose. Mais je pourrais en citer bien d'autres. Oui, il y a une web radio aussi au lycée Béal, je crois. Oui, la web radio au lycée Béal, que nous avons aidé financièrement,
qui nous a été présenté comme étant une web radio, mais dont l'objectif essentiel était de faire en sorte que des jeunes lycéens puissent aller dans les quartiers et puis devenir des ambassadeurs recueillant la parole pour que des nouvelles dynamiques puissent se mettre en place et pour que les jeunes puissent mieux comprendre le monde qui les entoure. Donc concrètement, si on a une idée, peu importe l'idée, mais qu'elle peut bénéficier à beaucoup de personnes, comment fait-on pour présenter cette idée et pour qu'elle puisse être acceptée par la Fondation de France? Alors c'est extrêmement simple. Soit on va sur le site de la Fondation de France, le site internet de la Fondation de France, le plus simple étant dans un moteur de recherche de taper Fondation de France mine d'idées, ce qui permet d'arriver directement à la page. Et on va trouver sur cette page le questionnaire mine d'idées, qui est un petit questionnaire très simple que tout le monde est en mesure de compléter, ou l'imprimer pour la demande de subvention si on estime qu'on est déjà en mesure de présenter un projet. Et puis, on peut aussi s'adresser directement au siège de la Fondation de France Nord, qui se trouve à Tourcoing, en appelant le 03 20 11 80 90. On sera super bien accueillis. Alors, on sera très bien accueillis. D'avoir peur. Enfin, absolument je suppose que les jeunes se disent peut-être que leurs idées pourraient être un peu simples et qui. Non, il n'y a pas de souci. On aura simplement les renseignements dans un premier temps. Ensuite, en général, le contact sera pris avec moi-même. Ce sera un entretien téléphonique ou un échange par mail avant une rencontre une première rencontre qui dure en général 3/4 d'heure pour permettre aux porteurs d'idées de mieux nous expliquer ce qu'il a envie de faire. Ou s'ils sont plusieurs, qu'ils nous permettent de mieux expliquer ce qu'ils ont envie de faire. On les rencontrera dans un premier temps 3/4 d'heure, ils nous expliqueront ce qu'ils veulent faire. Nous en profiterons avec le COPAS que j'évoquais tout à l'heure pour cerner mieux quels sont les besoins auxquels il faudrait répondre pour qu'ils puissent transformer leur idée en projet. Et puis, s'ils le souhaitent, après cet entretien, ils pourront encore bénéficier d'autres rencontres avec d'autres bénévoles, éventuellement de la Fondation de France, en fonction du thème qui est le leur, pour que leur idée ait des chances de se transformer en projet. Le montant des aides peut être estimé à combien? Alors, écoutez, nous avons depuis le début de l'expérimentation aidé quelque chose comme 55 projets jusqu'à la fin 2016 pour un montant de en gros 550 000 €. C'est-à-dire qu'en général, l'aide financière, on tourne soit sur des petites idées, des petits projets sur 2 000, 3 000 € jusqu'à 15 000 € éventuellement. Mais on peut le rappeler, ce n'est pas seulement de l'aide financière, c'est aussi des aides. Absolument. C'est vraiment la spécificité de cette expérimentation que maintenant la Fondation de France essaie sur d'autres territoires que les deux premiers que je citais tout à l'heure. C'est vraiment une des spécificités essentielles, c'est de ne pas uniquement traiter des demandes de subventions, mais de faire aussi en sorte qu'on accompagne les porteurs d'idées ou les porteurs de projets, puisque dans certains cas, on nous fait une demande de subvention et on va aussi aider le porteur de projet, s'il en est d'accord, pour qu'il donne davantage de dimension en termes de réseau, par exemple, à leur projet. Et puis, il faut le dire, l'idée à la base de ce projet Mine d'idées, c'était pour éviter l'isolement et rapprocher un peu les gens et créer du lien social. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va le rappeler, on va lancer un dernier message aux jeunes qui nous regardent. Je dis jeunes, mais est-ce qu'il y a un âge Absolument pas. Il n'y a pas d'âge. Absolument pas, mais il est intéressant qu'on évoque les jeunes aujourd'hui parce que la Fondation de France a conduit une étude sur les solitudes des jeunes récemment. Les résultats sont parus ces derniers mois, qui montrent qu'il y a un nombre conséquent. En France, on estime à 18% de la population, 2 100 000 jeunes, ça fait sur le territoire français, qui sont en situation d'isolement, on va dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont d'échange qu'avec un réseau ou avec deux réseaux, réseau familial ou réseau d'amis par exemple. J'imagine pas que ces chiffres soient moindres sur la zone qui nous concerne pour Mine d'idées. Et par contre, nous avons très peu de propositions qui nous soient faites directement par des jeunes. J'en évoquais une tout à l'heure. Mais le message peut être entendu, que les jeunes qui nous entendent comme les autres. Sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux Télégoël, ou directement. sur Télégoël. Si vous regardez Télégoël seul chez vous, n'hésitez pas à rejoindre
la Fondation de France et les personnes qui s'occupent. Si vous avez une idée, si vous avez un projet, surtout, n'hésitez pas. Monsieur Corouge, merci de votre venue sur le plateau de Télégoël. J'espère que ça va aider beaucoup de jeunes et moins jeunes à réaliser leurs projets dans l'avenir. Et tout de suite, on rejoint Fred Peter pour la rubrique sport. Bonjour Fred, alors tu es en forme aujourd'hui? Bonjour Valérie, bonjour Nathalie. Bonjour oui, Fred. je suis en forme et toi? Moi aussi, ça va, tout va bien. Ça tombe bien. Alors, on commence ce JT comme souvent avec le Racing Club de Lens, Fred, des 100 qui relèvent la tête. Oui, les joueurs d'Eric Sicora ont décroché leur deuxième victoire de suite vendredi dernier sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. Un succès avec la manière, 6-0, avec notamment un doublé de Christian Lopez. Au classement, Lens est 18e en position de barragiste. Mais alors que les 100 semblent avoir retrouvé la confiance, eh bien ils vont devoir se frotter au leader de ce championnat de France de Ligue 2, le Stade de Reims. Le coup d'envoi sera donné samedi à 15h dans un stade Bollaert-Déhelis qu'on annonce rempli à ras-bord. Eric Sicora a fait le point sur son équipe lors de la conférence de presse d'avant-match avec Anthony Vermus. Il faut toujours rester vigilant. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est sur un 6-0 qu'il faut se dire voilà, on a tout gagné et c'est terminé, on parle plus de maintien. Moi, je persiste dans le fait qu'aujourd'hui, on joue toujours le maintien. Et même si on venait à battre Reims, on serait qu'à 12 points. Donc voilà, aujourd'hui, on n'est pas tiré d'affaire. Aujourd'hui, on a 9 points et on reçoit le leader. C'est très bien qu'à moi, quand tu fais un bon résultat ou deux bons résultats, tendance un peu à trop lâcher et puis à dire bon, allez, c'est fini. Les difficultés, elles sont passées. Non, on sait très bien qu'aujourd'hui, que ce soit n'importe quel sport, le football, le tennis, le vélo, n'importe quoi, à partir du moment où tu te relâches, tu as toujours un adversaire ou un mec qui veut te faire mal et qui veut passer devant. Donc aujourd'hui, nous, on est dans une situation où on ne peut pas se permettre de se relâcher au moindre moment. C'est impossible. Toutes les victoires ont des significations, toutes. Peu importe l'adversaire. Maintenant, jouer Reims, qui est un des favoris à la montée, qui est premier actuellement, et les jouer à domicile devant un stade plein, c'est sûr que ça peut avoir une saveur un peu particulière vu le début de saison qu'on a eu. Quand on joue devant 32 000 spectateurs, c'est un public qui pousse. Et déjà, s'il vient à 32 000, c'est que les résultats sont cohérents par rapport à ce qu'on fait et qui sont là en entendant aussi des choses. Donc aujourd'hui, recevoir le leader devant 32 000 personnes, ça doit pousser les joueurs, ça doit les galvaniser, ça doit les pousser. Aujourd'hui, si on a peur de jouer à Bollaert devant 32 000 spectateurs, faut pas signer à Lens, quoi. On est capable, dans ce championnat, je pense que tout le monde est capable de battre n'importe quelle équipe et battre le leader. Oui, on en est capable. Encore une fois, on a des bons joueurs, on a un bon effectif. On est une équipe qui doit être capable de battre les meilleurs sans douter. Ça va être un match compliqué face à une bonne équipe qui défend bien, qui attaque bien. Donc voilà, après c'est à nous d'être bons dans ce qu'on va devoir mettre en place pour continuer la série, prendre des points. L'équipe B du Racing Club de Lens se déplaçait à Saint-Maur-Lusitano, une équipe évoluant dans le ventre mou de ce championnat de National 2. Renforcée par la présence de Mohamed Fofana, de Guillaume Beguin, de Thomas Efestion ou encore de Mounir Chouillard, la réserve s'est imposée 1-0 grâce à un but de Bilal Bari. L'équipe coachée par Franck Hayes se donne de l'air et remonte au 10e rang. Côté amateur, ce week-end, ce sera le 6e tour de la Coupe de France de football. Et oui, c'est le dernier tour de Dame Coupe au niveau régional. Plusieurs équipes de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin ont réussi à passer les différents obstacles qui se sont dressés sur leur chemin. C'est notamment le cas d'Avion qui recevra dimanche Choisy au Bas à partir de 15h. Ce sera au stade François Blin. Los Angeles devra faire face aux anciens professionnels de Boulogne-sur-Mer dimanche également à domicile. Et enfin, Noyelles-sous-Lens défiera Senlis également à la maison. On parle maintenant basketball avec Liévin. Oui, le basket club liévinois fait désormais la course en tête. 4e victoire en 4 matchs pour le BCL. Les Liévinois se sont imposés sur le parquet d'Alfortville sur le score de 61-53. Ils profitent du faux pas du leader charenton à Dourges pour prendre seul la tête de ce championnat de National 3. Et ce samedi, Liévin reçoit la réserve de Lille Métropole qui connaît un début de saison mitigé.
Le coup d'envoi sera donné à 20h30 à la Halle Vézilier. Billy Montigny reste également invaincu, mais cette fois-ci en handball, Fred. Oui, les Carabiniers affichent la statistique de 2 victoires et 1 match nul en 3 rencontres de National 2. Les coéquipiers de Yann Kozelnik font un très bon début de saison. Et c'est dans ce contexte que les Rouges et Blancs se déplacent à Gargan, le leader de leur championnat, également invaincu, avec une statistique de 3 victoires en 3 matchs, si je ne dis pas de bêtises. La tâche ne s'annonce pas simple. Malheureusement, le hand-volleyball n'arrive pas à décrocher sa première victoire. Nouvelle défaite pour les hommes de Loïc Bouanda. En déplacement du côté de Martigues, les Arnésiens ont déposé les armes sur le score de 3-7-1. Les Arnais promus cette année dans ce championnat élite et visent clairement le maintien. La première victoire viendra peut-être ce samedi à la Salle Maréchal. Arnes reçoit Grenoble qui affiche la peu flatteuse stat de 3 défaites en 3 matchs. Le coup d'envoi sera donné à 20h. Les filles n'ont également rien pu faire face à Marc-en-Barœul. C'était un derby et malheureusement le volley club de Arnes n'a rien pu faire. Menés 2-7-0, les Arnésiennes ont tenté de réagir, remportant la 3e manche avant de laisser filer la 4e. C'est une défaite 3-1 pour Arnes qui devra réagir ce week-end à Toulouse sur le parquet de l'Institut fédéral. On le voit d'ailleurs sur ces images, cette très belle salle, c'est cette salle qui va être base avant, enfin on le souhaite pour la ville de Arnes, pour les JO 2024. Il y a la candidature qui va se faire là dans peu de temps. Et on croise les doigts. Merci Fred. Merci Valérie. À la semaine prochaine. Bien sûr. Alors un week-end qui s'annonce une nouvelle fois, plein de surprises. On retrouve Nathalie pour l'agenda culturel. On démarre cet agenda culturel en musique avec un bel hommage à Serge Gainsbourg. Oui, après l'interprétation de son propre répertoire, Jeff Kino a choisi de chanter Gainsbourg sur scène, accompagné du pianiste Rémi Charlet. Un bel hommage à Serge qui se jouera le jeudi 19 octobre à 20h à la médiathèque Robert Cousin de Lens. Toujours de la musique, mais cette fois-ci à la scène du Louvre-Lens avec un ancien Dédé Chien, devenu chroniqueur sur France Inter, Monsieur François Morel, qui sait aussi chanter. Oui, la scène du Louvre-Lens accueille François Morel le vendredi 20 octobre à 20h30 avec Juliette, sa complice de longue date, qui le met en scène dans La Vie, titre provisoire. C'est pourtant le titre définitif, une occasion d'écouter la vie sous toutes ses facettes. On part à l'Arc-en-Ciel de Liévin pour un concert rock. L'Arc-en-Ciel de Liévin poursuit son festival 6e Son. À cette occasion, il accueille Luc, le célèbre groupe bordelais, emmené par Thomas Boulard. Un bon moment de rock sans concession le samedi 21 octobre à 20h30. Un spectacle humoristique sur le thème des vacances à la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine. Sur un air d'autoroute, un titre humoristique pour le spectacle musical et drôle de l'Harmonie et la chorale municipale de Oisier qui se produiront le dimanche 22 octobre à 16h à la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine. Une pièce de théâtre jeune public maintenant à l'espace culturel Jean Ferrat d'Avion. La compagnie Dans l'Arbre nous propose un joli récit autour des luttes sociales avec Costa le Rouge. On apprend à transmettre les choses de la vie. Une belle proposition jeune public à découvrir à l'espace culturel Jean Ferrat à Avion le vendredi 20 octobre à 20h30. Qui n'aimerait pas être un Padox ? Ce samedi de 14h à 17h, la fabrique théâtrale de culture commune de Los Angoel, vous pourrez en découvrir un peu et peut-être même en devenir un lors du moment de rencontre avec ce personnage, Félicien Grognard, metteur en scène. Le metteur en scène vous en dit un peu plus. Donc samedi, on organise un moment de rencontre autour des paddocks. Les paddocks, c'est des marionnettes habitables parce qu'on rentre complètement à l'intérieur. Nos bras deviennent les bras du paddock, notre tête est dans la tête du paddock, nos pieds sont dans les pieds du paddock. Et donc c'est une après-midi qu'on consacre à une rencontre autour du personnage, un personnage que vous avez peut-être déjà vu parce que ça fait 3 ans, je crois, déjà maintenant. C'est la 4e année qu'on travaille avec Culture Commune et avec les paddocks et avec l'envie, l'ambition de doubler, voire de tripler le cheptel. Parce que jusque-là, il y avait une dizaine de paddocks et l'idée, ça serait d'être au moins à 20-30 paddocks
continuer à explorer les alentours de culture commune et aller à la rencontre des habitants, des voisins. Alors samedi, c'est absolument pas un casting. Au contraire, c'est vraiment un moment de rencontre pour présenter le personnage, pour présenter aussi le travail de jeu d'acteur, de corps, de danse qu'on peut mener avec les participants. Mais c'est pas un casting parce que c'est une proposition qui peut s'adresser vraiment à tout le monde, sans exception. Il n'y a aucun besoin d'avoir une pratique théâtrale, artistique, corporelle ou quoi que ce soit. La seule chose qu'il faut, c'est avoir très envie. Et après, une fois qu'il y a l'envie, on se débrouille pour trouver les chemins, pour faire ensemble. Donc samedi, il y aura un Padox qui sera ici. Donc c'est vraiment l'occasion de pouvoir le rencontrer, de pouvoir le toucher. Et puis c'est l'occasion aussi de commencer à pratiquer notre façon de travailler. On a décidé d'organiser cet après-midi aussi pour avoir le choix de participer ou de ne pas participer, mais pour pouvoir venir y goûter avant de prendre une décision. Donc voilà, en plus je pense qu'il y aura à boire, à manger, ça sera un moment convivial et sympathique. On termine l'agenda avec 3 salons. Oui, du 20 au 22 octobre, plus de 3000 m² du stade couvert de Liévin seront dédiés à l'habitat. Une première édition inédite pour le salon Écoplanète Habitat, regroupant tous les professionnels nécessaires pour répondre à vos projets de rénovation, d'aménagement, d'extension ou de décoration. Un salon également, mais cette fois-ci pour se régaler. C'est la 5e édition du Salon des saveurs et arts de la table qui se déroulera à la salle Jean Nohain à Lens les 21 et 22 octobre. 25 artisans producteurs du Nord et de nos belles provinces de France qui parleront avec passion de leur métier auquel se joindront des artisans des arts de la table. Au programme durant ces 2 jours, des animations culinaires, des concours de cuisine, le concours de Miss Cooking Chef, des ateliers chocolat pour le jeune, pour les plus petits et cerise sur le gâteau. Les bénéfices du salon seront destinés aux enfants autistes du centre Maléco de Lens. Et on termine avec le salon des métiers d'art qui débute le 3 novembre prochain au stade Bollaert de Leulis. Avec plus de 20 300 visiteurs en 2016, le Salon international des métiers d'art demeure entre Paris et Bruxelles un rendez-vous incontournable pour les professionnels des métiers d'art et du patrimoine et le grand public. Du vendredi 3 novembre au dimanche 5 novembre, dans les salons Prestige du stade Bollaert de Leulis de Lens, 2 grands thèmes seront au programme. La restauration et le upcycling. On écoute tout de suite Max van der Malière, le président de l'IMAP, l'Institut des métiers d'art et du patrimoine. L'IMAP, c'est l'Institut des métiers d'art et du patrimoine. Cet institut fédère tous les artisans d'art de la grande région Hauts-de-France et donc organise en particulier le Salon des métiers d'art de Lens, mais aussi beaucoup d'autres activités dans le cadre de la créativité, du design, de la réunion d'une manière générale des artisans d'art et des métiers d'art. Le salon existe depuis 10 ans, mais depuis 3 ans, c'est l'IMAP qui s'en occupe. L'IMAP ayant vraiment, c'est son cœur de métier, de s'occuper de l'artisanat d'art. Le salon sera ouvert au grand public les vendredis 3 novembre jusqu'au dimanche 5 novembre. Il y aura à peu près 140 exposants, tous triés sur le volet, donc vraiment des artisans d'art qui tiennent le haut du panier dans leur métier, soit la restauration de mobilier, création de pièces d'art et création d'une manière générale d'artisanat haut de gamme. C'est un salon qui attire de plus en plus de monde. Je suis dans les métiers d'art depuis de nombreuses années, à m'occuper des artisans d'art. Je suis un membre élu de la Chambre de métier. Tous les métiers artisanaux ont beaucoup évolué. La plupart du temps vers la mécanisation et finalement vers les grandes séries. Et en même temps, il y a de plus en plus de clients
qui nous demandent des choses faites à l'ancienne pour avoir plus d'authenticité dans leur décoration et dans leur habitat. Ce salon, c'est évidemment l'endroit rêvé pour se faire rencontrer les artisans et d'un autre côté les visiteurs. Mais les visiteurs sont des clients potentiels. Toutes les choses qui seront montrées sont à vendre. Et ça, on l'oublie souvent, ce n'est pas un musée qu'on expose, c'est vraiment des artisans qui ont besoin de vivre de leur métier. N'hésitez pas à venir avec un schéma, un croquis d'un objet que vous avez à restaurer ou d'un objet que vous souhaitez créer. Ils sont là pour répondre à vos questions et évidemment élaborer le projet avec vous. Aussi bien dans le mobilier que dans l'objet, que dans le luminaire, que dans tout plein d'autres domaines que je vous invite évidemment à venir découvrir. Merci Nathalie pour cet agenda très culturel, très chargé. On ne va pas manquer de réserver pour tous ces spectacles et bien sûr de nous rendre dans les nombreux salons qui ont lieu jusqu'au 5 novembre prochain. Alors, nous ne serons pas là pour les vacances scolaires qui débutent ce week-end, mais n'hésitez pas non plus à aller au Parc des Cities, Parc des Glissoires, Parc de Vingles ou encore les Fételles à Vendin-le-Vieil. Il fait encore beau temps, alors n'hésitez surtout pas à vous promener et à y faire un petit tour. L'exposition Georges Rousse vous attend également à l'ancienne Banque de France, rue de la Paix à Lens, et le Louvre-Lens vous propose également toutes les vacances de nombreux ateliers pour les enfants. Bon week-end à tous. Nous, le week-end sera un peu plus long puisque je vous le disais, nous serons en vacances et nous nous retrouverons le 9 novembre pour une prochaine édition. En attendant, ça se passe sur le net et les réseaux sociaux, bien sûr. Sortez, bougez et cultivez-vous avec Télégoël, la télévision citoyenne qui vous emmène au cœur de vos communes.